Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de la saison 2 de Salut les Rouflaquettes. Donc la saison 2, je vous rappelle encore une fois le principe. Chaque semaine, je vous fais le bilan de mon temps d'écran, donc combien de temps j'ai passé sur mon téléphone. Ensuite, je vous fais un petit dossier sur un sujet. Donc cette semaine, vous l'avez vu, c'est la cryptographie asymétrique. Et pour finir, je vous parle de ce que j'ai regardé comme contenu vidéo. Salut Nathalie. Ce que j'ai regardé comme contenu vidéo, c'est peut-être un peu fort ça. Et l'épisode est enregistré en live la veille sur Instagram, donc le samedi soir à 18h, et sort ensuite le dimanche à 11h. Donc cette semaine, comme je vous le disais, on va aborder un sujet qui paraît complexe, mais dont les principes sont pourtant simples, c'est la cryptographie asymétrique. Comment chiffrer un message pour que seul son destinataire puisse le déchiffrer. Donc pour expliquer ça, d'abord je ferai un petit point de vocabulaire pour expliquer la différence entre cryptographie et déchiffrement. Ensuite, vous allez voir que vous avez déjà utilisé vous un algorithme de chiffrement quand vous étiez petit. Je suis quasiment sûr que tous les petits ont déjà fait ça. Et donc c'était vraiment de manière consciente, c'était pas un truc qu'on fait par hasard. Et puis après on parlera à proprement parler du chiffrement asymétrique et de la cryptographie asymétrique. Donc je vais couper cette musique et lancer la suivante. Le temps d'écran, pour la semaine du 15 au 21 février 2021, en moyenne 4h15 par jour sur mon téléphone, ça fait 29h45, c'est 9% de moins par rapport à la semaine précédente. 531 activations, ce qui fait 76 par jour. Donc 531 activations, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai pris mon téléphone dans les mains et que l'écran s'est allumé. Les 3 premières applications que j'utilise après une activation, ce sont WhatsApp, Tweetbot et l'application Fichier. L'application Fichier, c'est l'application qui permet de gérer les fichiers sur iPhone. Et c'est vrai que je m'en suis beaucoup servi parce que je teste un peu des trucs. En fait, je prévois le moment où je vais m'acheter un iPad et où l'application Fichier me servira encore plus. Et donc du coup, je teste ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Donc j'essaie de me connecter à des serveurs, j'essaie de me connecter à un tas de trucs, de me connecter aux PC qui sont à la maison. Voilà, et ça marche plutôt bien, donc je suis plutôt content. Le top 3 des applications que j'ai utilisées, ça a été YouTube, Tweetbot et Twitch. Alors Twitch, c'est vrai que en ce moment il y a beaucoup de streamers qui streament soit ensemble, mais du coup ils ont chacun leur point de vue, ce qui fait que du coup je regarde sur la télé et sur mon téléphone, ou alors il y a beaucoup de streamers qui streament des choses différentes mais au même moment, donc c'est pour ça que j'ai souvent deux sources pour regarder Twitch, parce que quand je regarde sinon, quand je peux regarder sur la télé je préfère, donc c'est très rare que je l'utilise sur téléphone, et pourtant c'est quand même 2h34 par jour, la semaine dernière. Ce qui en fait est pas énorme. YouTube c'était 3h17, ça fait 28 minutes par jour. Tweetbot 3h12, ça fait 27 minutes par jour. Et Twitch 2h34, ça fait 24 minutes par jour. Donc après j'utilise pas non plus tous les jours, mais voilà, c'est pas non plus des temps qui sont énormes. Top 3 des catégories, réseaux sociaux avec 7h50, ce qui fait 1h07 par jour. Créativité avec 4h17, ce qui fait 36 minutes par jour. Et divertissement avec 3h57, ce qui fait 33 minutes par jour, pardon. Les réseaux sociaux, 3 applications que j'utilise le plus: Tweetbot, Instagram, WhatsApp. Créativité, ça a été Twitch. Alors Twitch, moi je le classe pas vraiment dans créativité, parce que en fait avec l'application Twitch on peut faire des streams, et donc du coup c'est pour ça qu'il le classe là-dedans, mais comme il pourrait très bien classer Instagram aussi. Mais du coup moi c'est vrai que je l'utilise pas pour streamer, j'utilise pour consommer du stream, et donc du coup c'est quand même classé là, ce qui est un peu dommage. Ensuite c'est l'application photo 1h06 et l'application appareil photo 14 minutes. Et le top 3 divertissement, c'est YouTube, musique et podcast, sachant que en fait Twitch devrait se retrouver pour moi ici. Donc voilà pour le temps d'écran de la semaine. On va passer au dossier. J'ai pas noté le temps tout à l'heure, mais ça c'est pas grave. Donc la cryptographie asymétrique. Donc je vous rappelle ce que c'est la problématique que j'ai dit tout à l'heure. Comment chiffrer un message pour que seul son destinataire soit capable de le déchiffrer ? Ça c'est une question de sécurité qui s'est toujours posée à partir du moment où on a un message à envoyer et qu'on ne maîtrise pas le chemin que le message doit parcourir.
Donc c'est vrai aujourd'hui sur Internet, parce que on ne sait pas qui peut écouter le réseau, que ce soit votre réseau à vous. Alors normalement votre réseau à vous, il n'y a personne qui doit pouvoir l'écouter parce que vous devez quand même avoir une clé de sécurité. Mais quand vous travaillez dans une entreprise, vous ne savez pas qui peut écouter sur le réseau. Et après sur Internet, vous ne savez pas ce qui peut se passer entre vous et l'endroit où vous envoyez votre message, c'est-à-dire le site Internet, le site de votre banque, vos mails. Donc c'est important que ce soit chiffré, mais c'est une problématique qui date de bien avant, puisque même à l'époque des rois, quand ils envoyaient des messages, ils ne maîtrisaient pas la route. Le messager, il faisait son petit chemin, il traversait des provinces, il traversait des pays. On n'est pas à l'abri qu'il se fasse attaquer. Donc c'est important de réfléchir à une solution pour que le message ne puisse pas être compris par tout le monde. Donc un point de vocabulaire, il y a une différence entre cryptographie et chiffrement. C'est quand même lié, mais techniquement il y a une différence. La cryptographie, c'est une science. C'est une science qui utilise les techniques de chiffrement et de déchiffrement. Et le chiffrement, comme je viens de dire, c'est une technique. Et c'est ce qui permet de rendre un message illisible sans données supplémentaires. Et la donnée supplémentaire, c'est ce qu'on appelle la clé. Donc dans l'introduction, je vous disais que vous avez tous déjà utilisé une méthode de chiffrement, un algorithme de chiffrement. J'avais précisé que c'était un algorithme de chiffrement symétrique et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc algorithme, si vous ne comprenez pas, en fait c'est un mot un peu compliqué pour dire méthode. Et donc quel algorithme de chiffrement symétrique vous avez utilisé quand vous étiez petit? Rappelez-vous, j'imagine que quand vous étiez petit, vous avez tous envoyé des messages à quelqu'un en remplaçant toutes les lettres par la suivante de l'alphabet, ou par 2 après dans l'alphabet, ou par 3 avant. Par exemple, si je prends Vincent et que j'applique un décalage de 7, le V ça devient C, le I ça devient P, U, J, L, U, A. Et du coup, j'ai un message qui est chiffré. Donc le message il est illisible. Si jamais dans un chat sur internet ou quoi, j'écris CPUJLUA, personne ne comprend ce que je veux dire, sauf si vous avez la clé. Là, la clé c'est 7. Là, vous pouvez comprendre. Pas colibri. D'accord. Il a jamais joué à ça quand il était petit. C'est quand même... Bon, après, je sais d'où il vient, donc j'imagine que là-haut, ils font pas ce genre de choses. Mais nous, ça réfléchit dans le sud. Donc ouais, si vous n'avez pas la clé 7, vous pouvez pas le déchiffrer. Mais le problème que pose le chiffrement symétrique, c'est pour ça qu'on l'appelle symétrique, c'est que déjà cette méthode de chiffrement, elle est nulle, parce que on peut tester toutes les possibilités pour trouver la clé. En fait, il suffit de décaler par 1, par 2, par 3, il y a forcément un moment où on va tomber dessus. Et en plus, ce qui se passe quand on écrit dans une langue, c'est qu'il y a des lettres qui sont plus fréquentes que d'autres. Et du coup, nous en français, c'est le E qui est le plus fréquent. Et donc en regardant dans votre message quelle est la lettre qui apparaît le plus, alors sur des petits mots, ça se remarque pas, mais sur des longues phrases, ça va se voir. En général, la lettre qui va apparaître le plus, c'est le E. Et donc du coup, une fois qu'on a trouvé le décalage entre la lettre qui est écrite et qui est en fait un E, on peut tout décrypter, enfin tout déchiffrer. Donc c'est une méthode qui est un peu nulle. Il y a un autre chiffrement qui existe, c'est le chiffrement de César, donc je vous invite à regarder ce que c'est. Mais en gros, c'est que le décalage, il se fait pas du même nombre selon la lettre qu'on fait. Donc la première lettre, ça peut être un décalage de 1, la deuxième de 2, la troisième de 3, et puis on revient 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ce qui fait que du coup, un E peut se transformer en F, puis en G, puis en H, et du coup, on sait compter la fréquence de la lettre, ça devient plus compliqué. Mais c'est des méthodes qui sont nulles parce qu'en fait, elles sont symétriques, comme je disais. Donc avec la clé, on chiffre le message, mais la clé elle est tellement simple qu'on peut aussi le déchiffrer. Et donc du coup, c'est nul parce que quand je donne la clé à quelqu'un, je peux pas être sûr qu'il y a personne qui m'écoute. Et donc du coup, comment je peux être sûr que la clé, il y a que moi et la personne à qui je vais envoyer mon message qui l'est? Je peux pas le savoir. Et du coup, il y a des mecs qui se sont creusés la tête et ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas la même clé pour chiffrer et pour déchiffrer. Et ça a donné ce qu'on appelle du coup la cryptographie asymétrique. En fait, le principe c'est simple à comprendre. Du coup, on n'a plus une seule clé
qui va chiffrer et déchiffrer. Comme je le disais, on a une clé qui va chiffrer et une autre qui va déchiffrer. La clé qui chiffre, on l'appelle la clé publique parce qu'on peut la donner à n'importe qui. Et la clé qui va déchiffrer, par contre, on la garde pour nous et c'est ce qu'on appelle la clé privée. Donc le fonctionnement de ça, c'est un peu compliqué parce que c'est des notions mathématiques qui sont un peu compliquées, quoi. Moi, j'ai dû le travailler à l'IUT parce que j'ai fait une unité informatique où justement on avait des cours. Faut savoir qu'en France, dans les études supérieures, en tout cas moi quand j'étais en études supérieures, il y a tout un tronc commun où vous avez des matières comme l'anglais et les maths. Et en plus, vous avez les matières que vous faites dans votre spécialité. Et moi qui ai fait une DUT informatique, j'avais les maths du tronc commun et en plus j'avais des maths pour l'informatique et notamment dans ces maths on a travaillé sur de la cryptographie et c'est des maths qui sont quand même assez compliquées, qui fait intervenir, pour ceux qui se rappellent ce que c'est, les congruences, les modulos et tout ce genre de joyeux bordel. Mais en gros, on utilise ce qu'on appelle des fonctions à sens unique, c'est-à-dire que des mots qui vont peut-être vous rappeler des souvenirs, quand on a l'image d'un nombre, on ne peut pas retrouver son antécédent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand vous avez f de x égale y, quand vous avez le x, vous pouvez faire f de x et ça fait égal y. Par contre, si vous avez le y, vous ne pouvez pas retrouver le x. Donc c'est des fonctions qui sont très, très complexes. Voilà, je vous donne la définition Wikipédia en fait. Donc étant donné une image donnée, il est difficile de lui trouver un antécédent. Pour simplifier un peu ça, pour que ce ne soit pas non plus trop chiant à comprendre, je vais me baser sur un exemple donné par Jean-Baptiste Plénet sur le site medium.com. Donc cet exemple, c'est pas vraiment une fonction à sens unique, c'est juste pour que ce soit vraiment pédagogique et que vous compreniez bien. Donc on imagine un monde où la calculatrice, ça n'existe pas. Donc du coup, dans un monde comme ça, faire le carré d'un nombre, c'est assez simple. Carré de 2, c'est 4. Voilà, carré de 10, c'est 100, c'est facile. Par contre, faire la racine carrée d'un nombre, c'est déjà plus compliqué. Si je dis racine carrée de 81, normalement vous avez appris à l'école jusqu'à 10, même jusqu'à 20. Donc c'est facile. Si je vous dis racine carrée de 4096, là il va falloir réfléchir un peu plus. En plus, c'est pas dit que le nombre soit un entier, donc c'est compliqué. Donc dans ce monde-là, on imagine que moi, ma clé publique, c'est la fonction carré. Je peux la donner à tout le monde. Si vous voulez m'envoyer un message, il suffit juste de le mettre au carré si vous m'envoyez un nombre. Et moi, ma clé privée, c'est la fonction racine carrée. Ce qui fait que, comme je suis le seul à savoir faire des racines carrées, il n'y a que moi qui peux déchiffrer les messages. Par exemple, on est au 8e épisode de la saison 2 du podcast. Donc on imagine qu'il y a une personne qui s'appelle Jane qui veuille m'envoyer le message 208. N'importe qui peut mettre le message 208 au carré, parce que ça se pose, honnêtement, c'est un calcul qui n'est pas très compliqué, ça fait 43 264. Donc si Jane, elle m'envoie le message 43 264, bonne chance à tout le monde pour savoir que ça, la racine carrée, c'était 208. Donc du coup, elle peut le dire à tout le monde. Là, en fait, encore une fois, c'est un exemple, parce que 43 288, c'est facile de se dire que 40 000, c'est 40 000, ça doit être racine carrée de 40 000, ça doit être 200, et racine carrée de 64, c'est 8. Donc on ne doit pas être loin de 208, mais voilà, c'est un exemple. Donc du coup, là on a le principe de fonctionnement clé privée, clé publique de la cryptographie asymétrique, c'est-à-dire que le message qu'on m'envoie, moi, il est chiffré par ma clé publique, et moi, avec ma clé privée, je peux le déchiffrer. Je ne sais pas si je suis très clair. Je vous invite à relire du coup la page du podcast quand le podcast sera en ligne. Donc vous, si vous m'écoutez sur YouTube ou sur les plateformes, vous l'avez. Peut-être plus facile en lisant que moi qui explique. Mais donc du coup, l'inverse est aussi possible. Si moi je chiffre un message avec ma clé privée, on peut aussi le déchiffrer avec ma clé publique. Donc ça, c'est une propriété, on pourrait penser que ça sert un peu à rien, mais c'est quand même assez important parce que ça permet quelque chose d'assez puissant, ça permet de faire de l'authentification. Donc qu'est-ce que c'est l'authentification ? Ça permet d'être sûr en fait que la personne qui vous envoie un message, elle est bien la personne qu'elle prétend être. Dans l'exemple de tout à l'heure, on imagine que Jane, moi je lui envoie une réponse. Ce que je fais, c'est que j'utilise la clé publique de Jane pour être sûr qu'une fois qu'elle le déchiffrera avec sa clé privée, il n'y a que elle qui puisse le déchiffrer.
Mais en plus, mon message, je vais aussi moi le chiffrer avec ma clé publique. Comme ça, ce qu'elle fait, c'est qu'elle le déchiffre avec sa clé privée. Et il semblerait que Jane reçoive mes messages. D'ailleurs, j'ai la notification qui me le dit, donc elle reçoit bien mes messages, ils sont bien cryptés. Donc je sais plus où j'en étais. Ouais, pour que ce soit simple, en fait, je vais vous faire une image. On imagine que la clé publique, c'est un coffre ouvert et que la clé privée, c'est la clé du coffre. Moi, ma clé publique, du coup, je peux faire autant de coffres que je veux. C'est des coffres qui sont à mon nom, il n'y a que moi qui peux les faire. Donc c'est des coffres ouverts. Si vous voulez m'envoyer un message, vous mettez le message dedans et vous fermez la porte du coffre. Du coup, le message, il est fermé. Vous utilisez la clé publique parce que c'est mon coffre. Vous me l'envoyez, il n'y a que moi qui ai la clé, il n'y a que moi qui peux l'ouvrir. Ça, c'était du coup le chiffrement-déchiffrement. Et si on veut parler d'authentification, ce qu'on peut faire, c'est que quand Jane m'envoie un message que moi je veux lui répondre, elle me donne aussi un coffre à elle pour que moi je puisse lui envoyer. Dans son coffre, moi je mets un coffre à moi, je mets mon message dans mon coffre que je laisse ouvert, je lui mets dans son coffre que je ferme ma clé, je lui envoie. Du coup, elle peut ouvrir son coffre avec sa clé et elle voit que c'est mon coffre à l'intérieur et qu'il n'y a que moi qui peux les faire, donc elle sait que c'est moi. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé avec ça parce que c'est un sujet dont on reparlera bientôt. Donc j'ai écrit la semaine prochaine, je suis pas sûr, mais en tout cas prochainement, ce sera la blockchain. La blockchain, qu'est-ce que c'est ? C'est la technologie qui est utilisée notamment pour le Bitcoin. Il n'y a pas que le Bitcoin qui s'en sert, mais c'est ce qui permet de rendre sûr le Bitcoin. Voilà, je ne vais pas en parler tout de suite puisque j'en parlerai mieux une prochaine fois. Mais en gros, le Bitcoin, c'est sûr parce qu'il y a une blockchain qui utilise les clés publiques et les clés privées, qui fait qu'en fait, on ne peut pas falsifier du Bitcoin. On ne peut pas dire on ne peut pas inventer des Bitcoins comme ça. Il y a une façon de les faire, peut-être qu'on en parlera aussi. Mais voilà, donc en tout cas, c'est tout pour le dossier de cette semaine. Et donc du coup, on va repasser sur qu'est-ce que j'ai regardé à la télé. Donc à la télé, j'ai pas regardé grand-chose cette semaine. J'ai été sur juste samedi dernier, The Voice. Donc c'est pas forcément une émission que je regarde assidûment, mais c'est vrai que voilà quoi, c'est un divertissement, c'est divertissant. Ça permet de mettre une musique de fond. En général, je lis en même temps parce que tout ce qu'il y a autour, ça m'intéresse pas. J'écoute chanter et ensuite je reprends ma lecture. Je suis toujours dans One Piece, j'ai pas trop avancé. Chapitre 457 pour ceux qui lisent aussi. Donc j'en suis au bateau fantôme. Voilà l'arc dans lequel je suis. Donc voilà pour la télé, pas grand chose cette semaine. Netflix, Amazon Prime, MyCanal, j'ai rien regardé. Netflix, je veux regarder Brooklyn Nine-Nine, mais j'ai pas forcément le temps. Donc on verra ça en fait quand je serai en congé. Disney+, un nouvel arrivant. Ça faisait longtemps que j'avais rien regardé sur Disney+. Là, j'ai pas trop regardé non plus. J'ai regardé un épisode d'une série. C'est la série Scrubs. J'en ai fait un épisode de podcast, c'était le deuxième épisode. Donc Scrubs, le synopsis que donne Disney+, c'est un regard captivant et parfois grave sur l'hôpital avec un jeune docteur en internat qui fait face à des situations professionnelles et personnelles pour le moins inédites. Et en fait, c'est une série qui est trop bien, quoi. C'est une série qui est dans l'hôpital, mais l'hôpital, c'est un support, quoi. C'est pas une série qui parle de médecine, c'est pas de urgence, du Dr House, du Chicago Hope, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment une série, ou du Grey's Anatomy, pour ceux qui regardent. D'ailleurs, il y a une nouvelle saison qui sort, je crois, ou qui est sortie sur Amazon Prime. La saison 16, si je dis pas de bêtises, j'ai vu passer un tweet sur ça. Donc voilà, donc Scrubs, c'est une série que je vous recommande vivement, ça fait partie de mes séries préférées, et du coup, c'est une série qui était très difficile à regarder de manière légale parce qu'en France, on n'avait pas de plateforme qui permettait de le regarder de manière légale. Alors c'est d'autant plus chiant que moi j'ai les DVD, mais j'ai pas les DVD chez moi, donc pour les regarder c'est compliqué. Et donc là, ça fait plaisir de le retrouver sur Disney+. Donc il y a Nicolas dans le chat qui me dit « Regarde derrière nos écrans de fumée sur Netflix, c'est dingue ».
Je connais ce documentaire, je ne l'ai pas regardé, mais Flora l'a regardé. Et pareil, elle a apprécié d'ailleurs, et elle a fait une vidéo, il me semble. Peut-être que c'était un vlog, je crois qu'elle est dans le chat, elle pourra peut-être vous le dire. Je sais pas si c'était un vlog ou pas, mais elle parle du documentaire. Donc voilà pour Disney+. Ensuite, Apple TV, j'ai toujours rien regardé, mais j'ai toujours envie de regarder Palmer. Mais pareil, j'attendrai de pouvoir me poser pour pouvoir le faire. Donc Twitch, c'est toujours voilà, c'est le classique, le stream avec le récap. Ça c'est tous les jours. Donc le récap, c'est une émission qui parle d'actualité au travers des réseaux sociaux. Ça passe tous les jours de 18h30 à 20h30, voilà, tous les jours de la semaine, donc du lundi au vendredi. Donc si vous ne connaissez pas, je vous encourage vraiment, si jamais vous ne connaissez pas du tout le monde du streaming, de regarder la chaîne Le Stream, parce que c'est presque une chaîne de télé, en fait c'est une web TV, donc c'est le même principe que la télé, et ça permet d'accrocher doucement et puis de voir des gens qui après font des streams solo et de voir si on accroche ou pas. Le stream, c'est vraiment très diversifié. Alors il y a très peu d'émissions féminines entre guillemets, même si c'est pas genré, donc n'importe qui peut regarder, et il y a des femmes qui sont représentées à l'écran, mais il n'y a pas d'émissions vraiment orientées pour la gente féminine, en tout cas pas qui me viennent en tête, bien qu'ils ont fait une soirée pyjama qui était sponsorisée par Etam, je crois, mais je suis pas sûr. Mais c'est vraiment très rare, alors qu'il y a des émissions qui sont un peu plus orientées hommes. Alors le récap, très clairement c'est mixte, mais il y a des émissions, il y a House of Sport qui passe le lundi, c'est une émission où ils refont toute l'actu sportive. Undies, on me dit, ouais exactement, l'émission c'était une soirée pyjama sponsorisée par Undies. Donc ouais, c'est voilà, je vous encourage si vous connaissez pas. Donc voilà, il y a ça, il y a le vendredi, il y a le journal du hardware qui parle justement des sorties hardware, donc des nouveaux matériels qui sortent chez les fabricants, chez les constructeurs. Donc quand il y a des nouveaux téléphones, ils en parlent, des nouvelles façons de faire des ordi, tout ça, ils en parlent. Plein d'émissions comme ça. Le jeudi, il y a une émission qui s'appelle En Plateau aussi qui est très bien parce qu'ils jouent à des jeux de société. Donc pareil, là c'est pas ni homme ni femme. Et ils jouent à des jeux de société, ils font découvrir des vrais jeux de société, parce qu'en fait c'est vrai que en France on est très orienté quand on parle de jeux de société, La Bonne Paye, Monopoly, Cluedo. Et en fait c'est des jeux de société qui sont bien pour commencer, mais où il y a très peu de subtilité et il y a très peu de... Enfin une fois qu'on... je sais pas comment expliquer, c'est des jeux qui sont bien pour démarrer, mais qu'en fait quand on connaît d'autres jeux ils sont un peu nuls. Donc voilà, c'est le stream, c'est une web TV qui regroupe plein de choses et qui permet de découvrir plein de trucs. C'est pas que du jeu vidéo. Twitch, c'est pas que du jeu vidéo. Ensuite, en parlant d'autre chose qui n'est pas du jeu vidéo, Xari, j'ai regardé dimanche dernier. Xari, le dimanche soir, il fait un live react où en fait il regarde des émissions qui sont passées il y a quelques temps, il y a beaucoup de temps même, et il réagit dessus. Et là, la semaine dernière, c'était encore l'addition s'il vous plaît. Donc c'est des jeux pour enfants. Alors ils en parlent aussi de jeux pour enfants, de jeux de société pour enfants. Et je reviens sur le stream du coup, sur l'émission En Plateau. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est la semaine prochaine où dans l'émission, ils vont parler des récompensés aux As d'Or. Parce qu'en fait, un des animateurs de le stream, Maxildan, il est aussi jury des As d'Or. Les As d'Or, c'est un concours de jeux de société. Et tous les ans, du coup, il y a une sélection qui est faite de 8 ou 10 jeux. Et la moitié, c'est pour les enfants, l'autre moitié, c'est pour les adultes, avec un gagnant. Mais tous ces jeux-là sont des jeux qui sont sélectionnés parce qu'ils en reçoivent des centaines, peut-être plus. Et du coup, toute l'année, ils jouent à ces jeux pour se faire une idée. Et ensuite, un week-end, ils se retrouvent, ils en parlent tous ensemble, ils font leur sélection. Et puis, ils ont 8 sélectionnés et un gagnant. Et cette semaine, je crois qu'ils vont faire une émission spéciale sur... parce que les gagnants des As d'Or vont être donnés, là, ça fait quelques semaines maintenant que Maxildan a été pour délibérer. Et il me semble que c'est cette semaine qu'ils vont donner les gagnants. Donc je reviens sur Xari, l'édition s'il vous plaît. Bon, c'est une émission c'est des gérants de restaurants qui se notent leur restaurant. C'est le même style que 4 mariages pour une lune de miel, que l'émission de Christina Cordula sur la 6, un dîner presque parfait, ce genre de choses quoi. Et donc il fait un react et c'est sympa à regarder. Ensuite, Domingo, lundi dernier, j'ai regardé une soirée d'un jeu que je pensais que j'allais m'en foutre et finalement je suis resté jusqu'à 3h du matin et eux ils ont fini à 4h il me semble, alors qu'ils avaient commencé à 21h.
ils ont joué à FIFA, mais à FIFA Club Pro. Donc c'est un mode que je connaissais un petit peu dans FIFA, mais c'est vrai que en fait, je m'en foutais, quoi. J'avais jamais regardé, je m'en foutais. Et en fait, dans ce mode-là, vous pouvez créer votre joueur, avoir un club, et vous pouvez jouer à 11 dans une équipe. Donc avec 10 de vos copains, vous pouvez jouer. Et vous faites une équipe de foot, et chacun est à son poste. Et là, du coup, ils étaient 8 à jouer. Et ils commencent en division 10 et il faut monter. Et franchement, c'est sympa à regarder. Alors, ils étaient 8. Donc, il y avait Domingo, Xari, Jiraya, Ponce, Rivenzi, Mister MV. Et il m'en manque 2. Il m'en manque 2 qui me reviendront pas, mais c'est pas grave. Et donc, franchement, c'est sympa à regarder, quoi. Il y avait DFG aussi, donc il me manque plus qu'un. Désolé pour celui qui manque. Donc voilà, et puis j'ai regardé une petite soirée aussi dimanche avant le React. J'ai regardé Chute de Stream. Donc Chute de Stream, c'est un tatoueur qui est en Belgique. Je suis tombé sur lui par hasard en fait un jour parce qu'il tatouait du Pokémon dans un style que j'aime pas du tout, mais il le faisait bien. Et là, il racontait son PVT au Canada. Donc le PVT, je sais pas si vous connaissez, c'est le P, je sais plus, c'est vacances-travail, c'est projet vacances-travail, quelque chose comme ça. Et en gros, vous pouvez partir au Canada pendant quelques années, donc c'est entre 1 an et 3 ans, je crois. Vous avez un visa où vous pouvez travailler et voilà, c'est tous les ans, il y a une loterie, vous pouvez vous inscrire et si vous êtes tiré au sort, vous pouvez aller au Canada. Donc il faut trouver un employeur, il faut trouver de quoi se loger, mais vous pouvez y aller pour travailler avec un visa et c'est un projet qui est très sympa à faire. Je connais des gens qui l'ont fait. Et lui, du coup, racontait ce qu'il a vécu là-bas en tant que tatoueur. Et c'était sympa à écouter, quoi. Voilà pour Twitch. On va passer à YouTube. Donc YouTube, encore une fois, beaucoup de vidéos. J'ai pas fait le calcul, mais il y en a une cinquantaine. Donc il faut savoir qu'il y a beaucoup de vidéos que je mets là-dedans, mais qu'en fait je ne regarde que la moitié. Et après, ça m'intéresse plus. Parce qu'en fait, une fois que j'ai compris là où ça va, des fois ça m'intéresse plus parce que j'ai envie de regarder autre chose, en fait. Donc en lifestyle, j'ai regardé 6 vidéos. Lifestyle, je classe tout ce qui s'apparente un petit peu au vlog, en fait. Je le mets là-dedans. Donc il y a des vidéos de Louis San qui parlent du Japon, des vidéos de Ici Japon qui parlent du Japon, des vidéos qui parlent c'est là que j'ai classé les prendre ses cours sur l'iPad, où en fait c'est un peu toujours pareil qu'ils disent, mais comme je suis intéressé par l'iPad, je regarde, mais c'est un peu nul en fait. Donc voilà. J'ai regardé une vidéo de design cette semaine, ce qui m'arrive plus rarement dernièrement, mais du coup voilà. Parce qu'en fait j'ai regardé un direct de la chaîne Adobe France. Donc Adobe, c'est l'éditeur qui fait les logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere, After Effects et ainsi de suite. Et donc ils ont une chaîne YouTube et ils ont Franck Payen qui s'en occupe de cette chaîne. Et cette semaine il a fait un live sur comment faire de la réalité augmentée avec l'application, c'est Adobe AR, je crois, tout simplement. Et ça se fait aussi avec l'iPhone et c'est plutôt pas mal. Donc l'application arrive sur Android ou est déjà sur Android, mais pendant un temps je sais qu'elle était exclusive à iPhone, mais je crois qu'elle arrive. Je suis pas sûr qu'elle y soit tout de suite, mais voilà, c'est sûr, c'est en projet. Et c'est du coup comment faire de la réalité augmentée, c'est-à-dire comment faire que en fonction de ce que votre téléphone va voir, il affiche d'autres informations. Donc vous pouvez créer des designs sur des logiciels et faire en sorte qu'ils s'animent en réalité augmentée. Et c'était un sujet qui était assez sympa. Après, bon, c'était un live, forcément, ça dépendait de sa connexion internet à lui, qui était pas top, donc il y a beaucoup de choses qui étaient assez lentes. Mais j'ai regardé une bonne demi-heure de son stream et c'était intéressant. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Partie high-tech, moins de vidéos que la semaine dernière, mais toujours quand même pas mal. Il y en a 13. Et évidemment, partie high-tech, je vérifie quand même. Mais ouais, c'est que des vidéos iPad. Parce que, voilà, je le répète, je suis intéressé par l'outil et je pense que cette année, dans les mois qui suivent, je vais m'en acheter un. Et du coup, je regarde des vidéos. Là, cette semaine, c'était surtout comment s'en servir pour remplacer un ordinateur. Parce que moi, l'idée, c'est aussi de pouvoir faire autre chose. J'aimerais m'en servir pour faire du dessin, pour faire du design.
J'aimerais m'en servir pour faire de la prise de notes. J'aimerais aussi partir sur du zéro papier, donc faire en sorte de ne plus utiliser de papier. Là, par exemple, je prends mes notes sur un bout de papier. J'aimerais pouvoir prendre directement sur la tablette. Voilà, d'ailleurs, cette semaine, j'ai rapatrié tout un tas de documents qui sont dans mes mails. Je les ai téléchargés pour les stocker, pour pouvoir les avoir et en plus supprimer les mails. C'est un tas de documents que je recevais aussi en double, donc du coup j'arrête de les recevoir. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui peut être pas mal si jamais vous avez l'opportunité de faire moins de papier, c'est mieux. Mais donc du coup voilà, c'était ça, comment m'en servir par exemple pour faire du dev, c'est-à-dire pour développer des applications, que ce soit du JavaScript ou une application PHP pour le web quoi, en tout cas. De toute façon moi c'est les seules choses que je fais, hein. C'est très rare que je développe autre chose que pour du web. Donc voilà, je regardais ça. Il y a des solutions qui sont intéressantes, mais qui ne sont pas non plus incroyables. Donc c'est vrai que pour l'instant, ça ne remplace pas tout de suite un ordinateur. Et j'attends aussi de prendre un iPad parce que j'ai regardé des vidéos. J'en ai peut-être parlé la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il y a un nouvel iPad qui devrait sortir prochainement. En tout cas, on devrait entendre parler prochainement. Donc j'attends de savoir ce que lui sera capable de faire parce que il risque d'être plus puissant, mais est-ce qu'il sera beaucoup plus puissant ou pas? Et surtout, s'il n'est pas plus puissant, est-ce qu'il ne va pas faire baisser les prix des autres? Ce qui peut être intéressant. Donc voilà, cette semaine seulement 2 petites vidéos d'échecs. J'entends le message est passé, Colibri, le message est passé. Mon anniversaire ça dans un peu longtemps, mais si jamais vous m'aimez et que vous voulez me faire un cadeau, je suis preneur. Donc cette semaine seulement 2 vidéos d'échecs, je vous disais, je regarde de moins en moins. En fait le problème c'est pas tant le jeu qui me pose problème, c'est le fait de ne pas pouvoir jouer en physique, le fait de jouer contre des gens que je ne connais pas. Ça me saoule de jouer sur mon téléphone. J'aimerais pouvoir aussi de temps en temps jouer, c'est pas tellement jouer sur mon téléphone, c'est de jouer sans voir mon adversaire. Des fois j'aimerais faire des parties où je peux interagir avec lui. Et du coup, c'est vrai que voilà, c'est pour ça que je décroche un peu. Mais donc les 2 vidéos que j'ai regardées, c'est une petite vidéo de partie pédagogique, c'est toujours Blitzstream qui fait ça. Et j'ai regardé l'analyse d'une partie d'échecs, la partie de Homer Simpson contre Abraham, donc contre son père. Je sais pas c'est quelle saison des Simpsons. L'épisode, c'est vrai que je m'en rappelais pas forcément, donc je sais pas si je l'avais déjà vu ou pas. Mais il y a une partie d'échecs qui est faite, c'est une vraie partie d'échecs. Et du coup, ils analysent les coups qui sont faits dans cette partie, donc c'était assez sympa. Le gros de ma consommation de YouTube cette semaine, il est là. C'est la partie culture et vulgarisation. Parce que j'ai regardé beaucoup de vidéos sur de la chaîne Coding Train. Donc c'est quelqu'un qui s'appelle Daniel Schiffman qui tient cette chaîne. Il est professeur à donc c'est l'université de New York. Le nom exact c'est ITP NYU. Ouais, ITP NYU, il me semble. Donc je sais pas si c'est vraiment l'université de New York ou si c'est un département à côté ou quoi, mais en tout cas c'est là-bas qu'il travaille les professeurs et il fait des vidéos du coup sur comment programmer des choses qui sont dans la nature, qui sont de la physique. Et c'est un sujet qui m'intéresse. Il fait ça, il a 2 langages pour faire ça. C'est soit le langage JavaScript, donc pour le navigateur, ou alors le langage Java. Et dans les 2 cas, il utilise des frameworks. En JavaScript, il utilise le framework P5.js et en Java, il utilise le framework Processing. Qui d'ailleurs, tous les 2 viennent de la même entité. Il me semble que c'est la Processing Foundation qui fait ça. Et Daniel Schiffman en fait partie. C'est pour ça qu'il fait des vidéos aussi pour le promouvoir. Donc voilà pour lui, j'ai regardé quand même pas mal de vidéos, je les ai pas comptées, mais il y en a bien une quinzaine là-dedans, sachant qu'il y a 30 vidéos de vulgarisation, il doit y en avoir plus d'une quinzaine. Sinon j'ai regardé 2 vidéos, voilà, Nozman, c'est quoi les pires douleurs, donc c'est intéressant à savoir. La lampe la plus puissante du monde, ça je l'ai regardé hier, c'est une lampe qui éclaire, c'est la plus puissante du monde, quoi, tellement elle éclaire, si vous la mettez à puissance maximale, elle ne peut éclairer que pendant 1 minute. Et il y a un système de refroidissement qui est fait à l'intérieur pour pas qu'elle surchauffe. Donc c'est quelque chose d'assez puissant. Ça c'est le genre de truc qu'un de mes frères aimerait s'acheter, je pense, s'il le voit. Donc voilà.
Nicolas qui attend demain avec impatience du coup, puisque du coup Colibri nous parlait que le message était passé. Et voilà, demain, Nicolas va recevoir des cadeaux parce que Nicolas est un vieux. Donc la tronche en biais, pareil, j'ai regardé une vidéo, c'était un live que j'ai regardé, j'ai pas regardé très longtemps puisque c'est un sujet qui était intéressant, c'était sur l'homéopathie, mais le débat n'était pas très intéressant puisqu'il y avait que des gens qui étaient du même avis. C'est-à-dire, enfin en tout cas moi j'ai pas vu de contradicteur à cet avis, sachant que l'avis qui était c'était l'avis critique et l'avis contre l'homéopathie. Si vous ne le savez pas, l'homéopathie ça ne sert à rien, en tout cas il n'y a aucune preuve que ça marche, il y a même plutôt des preuves qui diraient que ça marche pas. Et l'homéopathie comment c'est fait, en fait les granules qu'on vend c'est du sucre, parce qu'il n'y a plus rien dedans à part du sucre. Donc voilà. Une vidéo qui est très intéressante, ça c'est une chaîne, vraiment je vous encourage à regarder cette chaîne. La chaîne c'est Syllabus, j'en ai déjà parlé. Et c'est une chaîne qui en fait se pose des petites questions dont en fait personne ne se pose, mais une fois qu'on pose la question, on se dit putain mais c'est vrai ça, pourquoi c'est comme ça? Et donc là c'est une vidéo qui parle de tournevis. Et elle explique pourquoi nos tournevis ils sont nuls et pourquoi est-ce qu'on peut faire mieux en termes de tournevis. Pourquoi un tournevis plat c'est super nul, pourquoi un tournevis cruciforme, le cruciforme classique c'est super nul. Voilà, et elle en parle dans sa vidéo et franchement c'est super intéressant, donc je vous encourage à aller la regarder. Et ensuite voilà des vidéos, hier je suis tombé sur des vieilles vidéos, enfin des vieilles vidéos qui datent de 2019 il me semble, donc c'est pas si vieux que ça, de la chaîne Veritasium. Pareil, lui c'est un vulgarisateur, donc c'est en anglais et il parle de physique beaucoup. Et hier il parle de, enfin hier, non, du coup dans la vidéo que j'ai regardé hier, il a parlé de un truc que je suis pas sûr qu'on ait en France, mais ils ont une réserve, je crois qu'il est à San Francisco, si je dis pas de bêtises, ou à Los Angeles, ou je sais plus, non, mais c'est par là. Et ils ont une réserve d'eau potable qui est en plein air. Et cette réserve, elle est recouverte de balles noires. Donc c'est des balles qui font, je dirais, une dizaine de centimètres de diamètre, des sphères noires, remplies avec un peu d'eau. Et il se pose la question, pourquoi est-ce qu'il y a ça dans le réservoir? Et ensuite, il y a une autre vidéo, est-ce qu'on peut nager dedans, sachant que c'est très dangereux de le faire et qu'il ne faut pas le faire. Et c'est pour ça qu'il a fait la vidéo. Parce que les mecs qui vendent ces balles-là, expliquent qu'ils ont beaucoup de demandes de particuliers mais qui refusent à chaque fois parce que c'est pas fait pour les particuliers, c'est fait pour un usage très précis et en fait c'est simplement pour éviter que l'eau soit touchée par le soleil parce que voilà, en gros avec les produits qui sont dans l'eau, quand l'eau est traitée dans l'usine qui la traite dans la station d'épuration, j'imagine que c'est ça, sachant que j'ai des gens qui travaillent dans l'eau, dans l'assainissement de l'eau dans ma famille et je ne sais toujours pas quoi fait quoi. Mais bref, dans l'usine qui traite l'eau, les produits chimiques étaient bons. Et par contre, quand les gens recevaient l'eau à leur robinet, c'était les taux qui ne devaient pas dépasser étaient dépassés et ils ne comprenaient pas pourquoi. Et en fait, c'était l'eau quand elle passait sous le soleil. Les effets du soleil faisaient qu'il y a un truc qui se dégradait et donc du coup ils ont mis ces balles noires. Mais en tout cas la vidéo est très intéressante si vous voulez la regarder. On me pose la question, est-ce que je regarde le vortex? Je ne sais pas ce que c'est, en tout cas ça me dit rien, donc probablement que non. Donc dernière partie, c'est la partie divertissement. Divertissement, j'ai regardé quelques vidéos, j'en ai regardé 13 très exactement. J'ai regardé la vidéo des gestes barrières de McFly et Carlito, donc je me souviens, c'est une chanson, c'est sympa. Voilà, donc il y a toute une polémique maintenant, est-ce qu'ils auraient dû le faire, est-ce qu'ils auraient pas dû le faire, c'est faire de la pub à Emmanuel Macron parce que du coup il va passer pour quelqu'un de cool chez les jeunes et donc du coup les jeunes qui vont voter pour la première fois l'année prochaine se diront ah ouais c'est trop bien, il a fait une vidéo avec McFly et Carlito, je vais voter pour lui sans forcément se renseigner sur le côté politique. Moi personnellement je trouve que la démarche est bien de sa part dans le sens où c'est bien d'avoir des hommes politiques qui ne s'intéressent pas que aux médias, télé, journal. Voilà, c'est bien qu'ils aillent sur YouTube, qu'ils aillent sur Twitch. Après, est-ce que c'est bien fait, est-ce que c'est mal fait, ça je laisse chacun juger de si c'est bien fait ou si c'est mal fait justement. Mais
Moi, je trouve que la démarche est intéressante et c'est bien que, voilà, que la politique ne reste pas qu'un truc dit d'une manière péjorative, un truc de vieux sur un média mort. Voilà, alors que c'est pas vrai du tout parce que c'est pas du tout un truc de vieux la politique et la télé et les journaux ne sont pas des médias qui sont morts. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que les électeurs, c'est plutôt des personnes âgées. Donc du coup, les hommes politiques ne faisaient pas forcément l'effort d'aller sur les plateformes qui sont consultées, qui sont consommées par les jeunes, et en voir de plus en plus, les voir aller sur TikTok, les voir aller sur Instagram, YouTube et Twitch, comme je disais. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour l'évolution de la politique. Après, le contexte, machin, le truc, bah écoutez, sinon il fallait bien qu'il y ait un président qui le fasse un jour. Bah voilà, c'est lui qui l'a fait, en même temps, il a 40 piges, il est encore jeune. Donc voilà. Après le reste, bon bah c'est des petites vidéos, des petits best-of, des petits machins. Un autre truc voilà, dont je veux parler pour finir, de toute façon voilà, vous avez encore une fois la liste sur la page du site cellularouflaquette.fr, la page du podcast. Mais le dernier dont je voulais parler, si je le retrouve, ouais, j'ai redécouvert un jeu, si ça vous intéresse. Sachant que j'ai pas lu le message, donc j'ai d'abord lu le message de Nicolas. Donc le Vortex, c'est une colloque de vulgarisateurs sur le YouTube d'Arte, donc je connais pas, mais je le note comme ça, j'irai voir. Le truc c'est que mon temps n'est pas infini et que si je regarde d'autres chaînes, eh ben, c'est d'autres chaînes que je regarde pas du coup. Bref, tout ça pour dire. Je voulais dire, je parlais de tac. Oui, j'ai redécouvert un jeu auquel j'aimerais jouer, mais j'ai pas déjà trop le temps de jouer et en plus, j'ai pas non plus l'envie de m'équiper pour jouer. Mais c'est Rainbow Six Siege. C'est un jeu en fait où il y a deux équipes qui s'affrontent. Il y a une équipe d'attaquants et une équipe de défenseurs. Donc il y a une équipe qui est dans un lieu, en général c'est une maison, c'est un chalet à la montagne ou quoi, sachant qu'il y a des maps qui sont bien connues déjà. Dans cette maison, ils posent une bombe et il y a une équipe à l'extérieur qui leur but c'est de s'infiltrer dans la maison et de diffuse la bombe, donc de désamorcer la bombe. C'est un peu le même principe que Counter-Strike, sauf que stratégiquement ça me paraît quand même plus intéressant parce que chaque joueur a des capacités particulières, notamment moi le personnage que je préfère, je pense le personnage que je jouerai, même si je pense que c'est pas le meilleur. C'est une femme qui s'appelle Valkyrie, qui déjà elle a la classe parce qu'elle est tatouée, tous ses bras sont remplis de tatouages maoris. Mais son point fort c'est les communications et en fait elle a des caméras qu'elle peut passer n'importe où. Et du coup elle peut regarder les autres quand est-ce qu'ils arrivent parce que le but c'est de jouer par équipe de 5 et vous êtes tous dans le même vocal et donc du coup chaque équipe peut discuter avec ses mates pour pouvoir trouver la bonne stratégie pour soit diffuse la bombe, soit tuer tous ceux qui veulent diffuse la bombe. Et du coup, c'est un jeu qui est super sympa. C'est un jeu qui, en plus, est bien à regarder. Moi, je trouve que Counter-Strike, des fois, j'en regarde plus parce qu'en fait, ça me fait un peu chier. Alors que là, il y a vraiment un côté stratégique. Selon les personnages qui sont pris, il y a des stratégies à mettre en place. C'est un jeu voilà, que je trouve très très bien et je vous conseille si jamais vous savez pas à quoi jouer, si jamais vous aimez ce genre de jeu, ce genre de FPS un peu tactique. Et sinon, si vous savez pas trop quoi regarder comme jeu vidéo sur YouTube, vous pouvez regarder ça. On arrive à la fin de l'épisode. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être resté jusqu'au bout ceux qui sont là sur le live Instagram. Je vous retrouve la semaine prochaine pour parler peut-être du Bitcoin. On verra, en tout cas peut-être de la blockchain surtout. Donc on verra ça. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram, ne me suivez pas dans la rue et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes.